JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. C'était dans les tuyaux, mais le Premier ministre l'a bien confirmé. Les groupes de niveau entrent en vigueur dès cette année. Alors, que peuvent justement apporter ces nouvelles pédagogies, révolution ou bazar dans les classes? On en parle avec nos invités. Dans sa chronique Vue sur les réseaux, Guillaume Buin nous racontera pourquoi le chanteur Drake fait parler de lui ces derniers temps. Vous retrouverez aussi Malika Beinard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invité est l'auteur et humoriste Salia Aïtamou. Mais tout de suite, place à l'actualité. En bref, avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. À la une, la composition de la deuxième partie du gouvernement Gabriel Attal se fait attendre, tout comme la possible nomination du futur ministre de l'Éducation nationale. Englué dans plusieurs affaires, Amélie Oudéa-Castéra pourrait perdre le portefeuille donc de l'éducation. Était pressenti François Bayrou, mais finalement hier soir il a annoncé renoncer, faute d'accord profond sur la politique à suivre. Ce matin sur France Info, il a tenu à clarifier également certaines choses. Je n'ai pas candidaté. Lundi soir, vos confrères m'ont posé la question et j'ai dit que pour un secteur du pays aussi important à mes yeux et dans une crise aussi grave, oui, j'étais disponible pour prendre ce risque. Alors François Bayrou a également expliqué les raisons de son départ. Il ne voulait tout simplement pas suivre la feuille de route qui était imposée par Gabriel Attal. Je n'étais pas là pour appliquer des plans. J'étais prêt à entrer parce que j'étais persuadé qu'on pouvait changer de méthode à l'éducation nationale. Pas la méthode récente des 5 ou 4 derniers mois de Gabriel Attal, mais la méthode qui depuis 20 ans ou 25 ans fait que le monde de l'éducation est désespéré et que les résultats sont désespérants. Que nous en arrivons à être le pays le plus en retard de tous les pays semblables dans le monde développé. J'étais ministre de l'Éducation, comme vous savez, il y a longtemps. Quand j'ai quitté le ministère de l'Éducation, le niveau des élèves de 6e était le niveau des élèves de 4e aujourd'hui. François Bayrou donc ce matin sur France Info. À présent, selon mon confrère de l'AFP, nouvelle rumeur, l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet, pourrait donc remplacer Amélie Oudéa-Castéra, l'ex-garde des Sceaux dans le gouvernement d'Édouard Philippe entre 2017 et 2020. Et pour leur bien positionner, Nicole Belloubet, qui est âgée de 68 ans, qui a été notamment rectrice des académies de Limoges, de Toulouse, avant de démissionner en dénonçant les suppressions de postes. Cette professeure des universités, docteur en droit public et ancienne membre du Conseil constitutionnel, est issue des rangs socialistes et elle a occupé notamment le poste d'adjointe au maire de Toulouse et vice-présidente de la région Occitanie. Et pour terminer d'ailleurs sur ce thème, Carole Grandjean, la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, n'est pas reconduite au sein du gouvernement. Moins de 24 heures après la mise en retrait de la nouvelle vice-présidente de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, eh bien son ancien coprésident publie aujourd'hui un court essai sur les violences et le déni social. Intitulé 160 000 enfants, 30 pages d'une démonstration implacable sur un système de violence dont les enfants sont victimes. Édouard Durand écrit et décrit ce que sont les violences sexuelles faites aux mineurs, l'inceste et la négation de l'identité, le piétinement, la destruction, l'absorption, l'aspiration, encore le déchirement de l'identité de l'enfant, écrit-il, rappelant que les conséquences sur la santé et la vie des victimes sont presque infinies. Le juge montre également que l'insupportable devrait inévitablement déclencher un soutien incontestable pour qui dénonce, pour qui parle et pour qui ose s'affranchir de la honte et du dégoût, un soutien, une protection, encore une condamnation. Poursuivons avec cette loi qui protège le droit à l'image des enfants sur Internet. Elle est adoptée à l'unanimité. Et elle oblige les parents à prendre en compte le droit à l'image et la vie privée, effectivement, des enfants. Une réponse aux dérives de certaines familles qui exposent leur intimité sur les réseaux sociaux, les photos notamment. D'après des chiffres cités lors des débats à l'Assemblée au Sénat, un enfant apparaît en moyenne sur 1300 photographies publiées en ligne avant l'âge de 13 ans. Bruno Studer, qui est député et qui a porté justement cette loi, a rappelé que 50% des images pédopornographiques, des images aujourd'hui échangées sur les forums pédopornographiques sont issues de contenus partagés par les parents sur les réseaux sociaux. La loi donc vise aussi à responsabiliser les parents. Elle prévoit que ces derniers exercent un droit en commun sur l'image de l'enfant mineur, ce qui signifie qu'en cas de désaccord, un juge pourra interdire à l'un des deux parents de publier ou de diffuser tout contenu relatif à cet enfant sans l'autorisation bien sûr parentale. Nous vous emmenons à Lyon où des parents tirent la sonnette d'alarme. Depuis octobre
octobre dernier. Il fait 13 à 16 degrés dans les salles de classe de l'établissement Alphonse Daudet. Et sont concernés des enfants de maternelle jusqu'en classe élémentaire avec un chauffage qui est tout simplement en panne. Certains enfants d'ailleurs voulaient pas manger à cause du froid, un froid qui a joué aussi sur la santé des enfants. Bronchite, grippe, rhinopharyngite, inadmissible pour Lilia, elle est présidente de l'association des parents d'élèves de l'école, c'était sur RMC. Beaucoup d'enfants s'urinent dessus parce que lorsque le corps il a froid, automatiquement il relâche tout. On n'est pas entendu, nous sommes abandonnés et il y a vraiment un ras-le-bol général des familles. Alors de son côté, la ville de Lyon a réagi et indique avoir réagi dès l'alerte des services. Écoutez justement la réaction de Stéphanie Léger, elle est adjointe au maire délégué à l'éducation. Nous avons livré des convecteurs, des radiateurs, justement pour temporairement en tout cas permettre une température assez convenable dans les classes et dans l'école en attendant de trouver la solution avec Grand Lyon Habitat. Des témoignages recueillis par nos confrères de RMC, les parents qui dénoncent aussi la vétusté de l'établissement, une passoire thermique selon certains témoignages. Merci beaucoup Guillaume. Le 5 décembre dernier, Gabriel Attal annonçait la mise en place de groupes de niveau, une des méthodes choisies pour enfin accéder au fameux choc des savoirs, des groupes de niveau en 6e et en 5e à la rentrée 2024, puis également en 4e et en 3e à la rentrée suivante, une mesure qui fait déjà hurler certains professeurs, tandis que d'autres y voient une évolution nécessaire. On va justement en parler, les groupes de niveau au collège, bonne ou mauvaise idée, on en parle avec nos invités en plateau. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Nathalie Beaufrère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure des écoles, vous êtes formatrice à l'ERAP. Redites-moi ce que c'est que l'ERAP. Oui, c'est l'Association internationale de recherche pédagogique Pierre Faure. Et auteur de la pédagogie personnalisée dans ma classe. Merci d'être avec nous. Frédéric Marchand, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général UNSA. Alors avant-hier, la ministre de l'Éducation était auditionnée sur sa feuille de route à l'Assemblée quant au niveau des élèves. Et celle-ci a répondu, je cite, « Face à ces différents écueils, nous voulons des groupes de niveau remettre en marche l'ascenseur scolaire ». C'est une belle formule, l'ascenseur scolaire. Est-ce que réellement c'est une mesure qui fait sens pour justement parvenir à ce fameux choc des savoirs tant voulu par le Premier ministre, anciennement ministre de l'Éducation, Frédéric Marchand? Pour le moment, on est beaucoup dans des discours et dans de la communication. Et pour nous, ce qui est proposé, ça va à l'inverse de ce qui est l'objectif affiché. C'est-à-dire que pour nous, c'est plutôt une forme de renoncement à essayer de faire progresser chaque élève et de lui faire apprendre. Parce qu'il y a un gros risque dans ce qui est mis en place et qui est dénoncé depuis les annonces et encore plus fortement depuis quelques jours, d'assignation d'un certain nombre d'élèves dans un groupe et de beaucoup de difficultés de par l'organisation réelle, la vraie vie des établissements, de changements fréquents et des élèves dans un même groupe sur toutes les heures de mathématiques, toutes les heures de français. Ça veut dire qu'aussi on n'a pas de gens pour tirer la classe vers le haut et qu'on ne fonctionne plus à gérer l'hétérogénéité d'une classe et l'utiliser, une classe en petit effectif, mais que là on conserve de manière assez permanente à d'autres sens un groupe d'élèves plutôt faible, même en groupe restreint. Les études ne montrent pas de progrès réel de ces élèves, sauf à avoir des organisations pédagogiques très très particulières. On va en parler, on va détailler effectivement tout ce que vous venez de dire. Je voudrais votre réaction, Nathalie Beaufrère, justement à cette nouvelle mesure. Écoutez, l'idée du départ, je pense, est noble, c'est-à-dire faire réussir tous les élèves. Maintenant, avec cette formule, on dit beaucoup de choses et rien. C'est-à-dire que mettre en place des groupes de niveau, c'est un dispositif de différenciation pédagogique. L'idée positive, c'est de prendre l'enfant et de le faire progresser sur son parcours. Maintenant, c'est à mon sens pas forcément le meilleur des moyens. Parce que le groupe de niveau, de par sa définition, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Et on risque d'enfermer les enfants dans un groupe de niveau, ce qui va forcément entraîner ensuite peut-être une stigmatisation, quel va être le regard des parents, et puis comment est-ce qu'ils vont être constitués, ces groupes de niveau. On ne peut pas faire un groupe de niveau
mathématiques, par exemple. Alors justement, on va poser la question très clairement et on va détailler cette mesure très précisément pour qu'on comprenne bien l'enjeu. Parce qu'on pourrait se dire, effectivement, groupe de niveau, pourquoi pas? Alors on se dit, ça va aider les plus faibles et puis encourager les plus forts. Évidemment, c'est une question de tri qui s'opère déjà. Est-ce que c'est la première réaction qu'on peut avoir? Déjà, est-ce que c'est normal de faire le tri au sein d'une classe entre les élèves? Nathalie Beaufrère. Non. Non, parce que en fait, chacun a son propre parcours et chacun a le droit d'apprendre à son rythme. Et ce qu'il est important, c'est de vraiment prendre en compte l'enfant là où il en est et le faire progresser. Oui, mais ça, est-ce que c'est parce que vous êtes déjà tous les professeurs, ou en tout cas, ce que tentez déjà, implicitement et même explicitement d'ailleurs, de faire tous les professeurs, c'est-à-dire de faire progresser chaque enfant au mieux qu'ils le peuvent au sein d'une classe? Oui, bien sûr, mais le groupe de niveau risque finalement d'enfermer les enfants dans une catégorie et finalement, on va faire la même chose avec tous les enfants d'un groupe, la même chose avec tous les enfants du deuxième groupe et même chose pour le troisième groupe. Et du coup, à l'intérieur du groupe, on ne va encore pas prendre en considération le parcours de chacun. Encore une fois, on parle de groupe de niveau, on ne parle pas de groupe de compétences, c'est-à-dire par exemple, si on prend les mathématiques, certains sont bons en algèbre, moins en géométrie, et donc on trierait les enfants en fonction de leur capacité. Là, on parle clairement de niveau, c'est-à-dire les meilleurs contre les plus faibles. On est d'accord ou pas? Oui, mais nous, très clairement, au moment où ça s'est posé, au moment où il y a eu... Alors, elles ont été très légères, les discussions, les échanges qu'on a eus avec le ministère au moment avant que soit proposée cette réforme. Mais nous, on avait porté l'idée que ponctuellement, on puisse travailler sur des groupes de besoins, qui étaient plus intéressantes. On avait poussé aussi l'idée qu'à un moment, il y a la question de la taille des classes. Dans les études, les comparaisons européennes nous disent qu'on a parmi les tailles des classes les plus importantes aujourd'hui. Donc peut-être qu'on pouvait travailler aussi sur cette taille de classe-là de façon à pouvoir permettre de mieux gérer l'hétérogénéité d'une classe et de bénéficier aussi de la force que peut être l'hétérogénéité aussi par moment, même si c'est difficile. Et puis troisième point aussi, c'est la question de laisser penser que parce qu'on va mettre un groupe de faibles ensemble, si on ne travaille pas sur les pratiques, quelle pédagogie on met en place face à ces élèves, ça n'a pas de sens. Voilà, réellement. Et nous, aujourd'hui, oui, on considère que c'est, parce que c'était votre question initiale, oui, c'est du tri social pour nous aussi, ce qui est en train de se faire là. Donc s'opère une stigmatisation, c'est-à-dire que l'idée de départ, quand même, qui est tout à fait noble, effectivement, c'est de combattre les inégalités, de créer ce fameux choc de savoir entre les deux. Est-ce qu'en combattant les inégalités, on n'est pas encore plus en train d'en créer, finalement? C'est ma question. Mais je ne suis pas certain qu'on va vraiment combattre les inégalités par ce qui est proposé là. Nous, on a une opposition sur le fond et en plus, dans la mise en place, ça vient poser aussi beaucoup de questions. Peut-être qu'on en parlera, mais on n'a pas les moyens aujourd'hui on n'a pas les moyens réels de la mise en œuvre. C'est-à-dire que les chefs d'établissement, notamment, se sont quand même exprimés très fortement sur le sujet. On va y venir, exactement. Je voudrais qu'on parle déjà de l'idée. Bien sûr, alors l'organisation, c'est évidemment un point. Mais... Sur l'idée, pour nous, le collège doit être tourné vers la réussite de chaque élève et notamment vers la réduction des inégalités et travailler sur les plus faibles et le progrès des plus faibles. Il y avait eu d'établi, on devait à la fin du collège avoir la maîtrise d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Mais finalement, on n'a jamais complètement tourné le collège vers cet objectif-là. Et on avait un brevet qui d'ailleurs visait plusieurs objectifs en même temps et qui n'était pas très clair. Là, clairement dans la réforme, parce qu'il y a les groupes de niveau et il y a aussi clairement la transformation d'un brevet en examen de passage quasiment pour pouvoir accéder directement au lycée. On remet des choses en place dans un sens complètement différent et on ne tourne plus le collège, la scolarité obligatoire, primaire plus collège, vers cet apprentissage, cette acquisition pour chaque élève, avoir l'objectif qu'il y ait un socle que tout le monde atteigne et que tous les moyens doivent être mis pour faire atteindre cet objectif-là à chaque élève. Ceux qui sont pour cette mesure vont au contraire dire il faut pouvoir aider aussi les plus faibles, les porter, être là, être créateur de solutions. Et donc, ces groupes de niveau, pour pas justement se sentir complètement en marge et en retrait et au fond de la classe, pour pouvoir aussi être un peu plus davantage avec eux et qui se sentent épaulés. Une réaction par rapport à ça, Nathalie Beaufrère? Oui, alors quand on dit aider les plus faibles, moi ça me dérange un peu parce que ça veut dire qu'on regarde les difficultés.
Voilà. Et qu'on ne croit pas forcément en la capacité à l'élève de progresser. Et chacun est capable de progresser à son rythme, mais chacun est capable de progresser. Et si c'est pas ça le message premier... Parce qu'un groupe de niveau ne permet pas d'évoluer ? Mais bien sûr que oui. Mais si vous voulez, en classifiant de la sorte les faibles, les moyens, les forts, je trouve que ça n'est pas en fait le meilleur des dispositifs. Il vaudrait mieux mélanger les enfants, faire des plus petits groupes, mais mélanger. Moi, je crois beaucoup aussi à la coopération entre élèves. Plutôt qu'à la compétition ? Oui. Oui, très sincèrement. Et ça porte énormément ses fruits, la coopération, pour tous. Quels sont les élèves qui voudront faire partie du groupe des plus faibles ? Parce que c'est aussi une question, c'est de se dire à un moment, bon, certes, j'ai peut-être pas forcément des mauvaises notes, mais pas toujours, parce que c'est jamais quelque chose de tout à fait régulier, cette histoire de niveau. Donc, à un moment, on peut être un peu moins bon, un peu plus fort dans telle et telle discipline. Je reprends par exemple, parce que là, on est clairement sur les maths et le français. Donc, les maths, c'est très large. Le français aussi. Entre la syntaxe, la grammaire, la conjugaison et l'analyse de texte, on peut être bon dans certaines disciplines et pas dans d'autres. Comment faire aussi pour avoir une hétérogénéité par rapport à ça ? Quel enfant va se dire, je suis dans le groupe des plus faibles ? Le problème, à mon avis, c'est que est-ce qu'on va véritablement demander à l'enfant de s'auto-évaluer, parce que c'est de l'auto-évaluation, là, être capable de dire, là, il faudrait que je retravaille cet apprentissage-là parce que j'ai des difficultés. C'est pas sûr qu'on demande aux enfants cette auto-évaluation. C'est peut-être plutôt les professeurs qui vont, en fait... C'est ça. Et donc, ça va se retrouver très concrètement là, sur la mise en place en 6e. Il va y avoir le dialogue entre les enseignants de CM2 et les collègues du collège, qui va se faire. Et peut-être qu'une grande part de la pression va reposer sur les collègues de CM2, sur l'organisation, sur la façon dont les élèves vont être répartis en groupe. Je le dis avec des conséquences, c'est-à-dire que le choix à faire de se dire en tant qu'enseignant, tel élève, je vais décider qu'il va aller dans le groupe faible, avec le risque qu'à un moment, il reste dans le groupe faible tout au long de son collège, en maths et en français, parce que c'est ce risque-là qui est vraiment qui est fort aujourd'hui. Et après, on nous dit que ça se fera sur le base des évaluations nationales standardisées qui sont faites tous les ans et qui vont être généralisées à tous les niveaux. Donc c'est très difficile. Se pose aussi la question des notes, parce qu'en fait, si on prend la question épineuse de l'évaluation, les notes ne voudront plus rien dire, si je comprends bien, en tout cas, je me pose la question, un 15 sur 20 en groupe le plus faible ne vaudra pas un 15 sur 20 en groupe le plus fort. Donc comment après, puisque ce dossier va compter aussi ? Ah, vous n'y avez pas pensé peut-être ? Non, mais sur tout ce qui s'appelle la docimologie, l'étude des notes, etc. Il y a beaucoup de travaux sur le sujet. La valeur scientifique d'une note, on peut la remettre tout le temps en cause. Après, c'est un travail qui est fait. L'évaluation, ça peut être fait aussi sans note. Un certain nombre de collègues ont beaucoup travaillé là-dessus avec des progrès réels. À un moment, il y a des dossiers à faire où il y a des notes qui sont mises. Donc ça compte. Je ne suis pas sûr qu'au collège, ce soit ce qui compte le plus. Ça n'empêche qu'il y a quand même des notes et que pour les parents, déjà, c'est important. Et puis ensuite, par exemple, si on est en 6e quelque part et qu'on décide de changer de classe, par exemple en 4e, le dossier va compter. Donc l'établissement va prendre en compte les notes des anciens élèves. Or, groupe de niveau ajoutera une expérience, en tout cas une évaluation différente en fonction. Déjà la situation aujourd'hui entre différents établissements, la notation est différenciée. Donc je ne sais pas si ça l'accentuera ou pas. Nous, ce qui nous tracasse, c'est comment on passe d'un groupe à l'autre, à quel moment et comment on organise ça pour ne pas faire en sorte que des élèves soient assignés dans un groupe. Et or, on va avoir des difficultés parce que même si on nous dit d'un point de vue du ministère que les élèves, tout le monde évoluera, suivra la même chose, aura le même programme sur l'année de 6e. Mais tout le monde ne va pas évoluer au même rythme entre un groupe avec les meilleurs et un groupe avec les plus faibles sur cette discipline. Ce sera très difficile. Donc après, comment on remet dans un même groupe, si on a évolué sur l'ensemble du programme et pas juste sur quelques notions, comment on remet avec tout le monde un élève qui est déjà, même s'il a vraiment fait des gros progrès
ce sur quoi on l'a mis, ce qu'on vient de travailler avec lui. Si les autres ont nettement avancé et que lui, il y a des notions qu'il ne pourra pas étudier, qu'il n'aura pas étudiées, comment est-ce qu'on le raccroche à tout ça? Donc ça pose des vrais problèmes d'organisation. On arrive effectivement au point aussi très important qui est la question de la faisabilité finalement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conditions à réunir aussi pour ces groupes de niveau. Je rappelle quand même que c'est 3 groupes différents sur 2 classes par exemple, c'est ça à peu près? Oui, 2 classes, 3 classes, 4 classes, peu importe. Hein, c'est le système en barrette, enfin ce qu'on appelle le système en barrette. Mais c'est vrai qu'il faudrait que les groupes, la quantité d'enfants dans ces groupes ne soit pas trop importante. Mais moi, je voudrais revenir sur l'histoire des compétences. En fait, le socle commun, il dit bien que les enfants doivent travailler toutes les compétences. Maintenant, en aucun cas, l'objectif est de mener tous les enfants au même niveau de compétences. Ça, c'est une réalité dans la vie quotidienne. Vous prenez 3 personnes qui vont faire, je sais pas, un gâteau au chocolat, elles vont avoir des compétences différentes, elles vont pas forcément avoir toutes les 3 un gâteau au chocolat de même qualité. Et c'est la même chose dans le domaine scolaire. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que tous les enfants travaillent toutes les compétences, progressent dans toutes les compétences. Mais faire en sorte que les enfants soient au même niveau, c'est une mission qui est impossible. Alors, mission impossible, d'autant plus qu'on sait à quel point il est difficile de trouver les enseignants aujourd'hui, même si le gouvernement a tenté de faire des efforts en termes de réévaluation salariale, les conditions de travail sont quand même extrêmement difficiles et on voit bien qu'il y a encore beaucoup de professeurs qui manquent pour les différentes rentrées scolaires. Alors là, fatalement aussi, il va se poser cette question-là. Comment fait-on quand on fait des groupes de niveau? C'est-à-dire que c'est un professeur par classe qui va devoir gérer 2 niveaux différents? Ou est-ce qu'il va falloir donc dédoubler le nombre de professeurs? Alors, pour l'instant, il y a quelque chose déjà, c'est qu'on est en train de discuter de la rentrée prochaine avec des annonces de ministres, alors que les textes ne sont pas parus d'organisation. Mais je le dis, ils sont en train de se discuter en ce moment, au Conseil supérieur de l'éducation aussi, et peut-être qu'ils vont bouger. Nous, on essaye de faire en sorte que ce soit moins figé sur cette idée de groupe de niveau. Voilà, donc on verra ce qu'il en ressort. Maintenant, derrière, ça demande beaucoup de moyens et ça va aussi poser des questions pour les conditions de travail des personnels. Par exemple, on dit les enseignants de maths et de français vont devoir être tous alignés quasiment sur un collège, sur les mêmes heures, en même temps, pour pouvoir, et voir la plupart dans un certain nombre de collèges. Quand ce sera mis en place, déployé, ça veut dire qu'ils auront tous les 4 niveaux de classe pour que ce soit possible à organiser, ce qui n'était pas forcément le cas aujourd'hui, et je ne suis pas sûr que ça améliore les conditions non plus de travail. Et puis ça pose la question, quand on est sur des groupes répartis en groupes sur ces disciplines-là, est-ce que ces collègues-là vont encore être professeurs principaux de certaines classes, par exemple? Alors oui, voilà. Effectivement. Alors, professeur principal, c'est pas rien parce que c'est un projet commun, c'est aussi en fait une ambition commune pour une classe et pour aussi un enseignant. Est-ce que c'est possible? Mais oui, c'est possible, mais ça demande de travailler encore différemment. Mais c'est difficile pour un enseignant, l'enseignant qui aura qu'un groupe restreint à 15 élèves dans une classe, par exemple, qu'il ait l'ensemble de la classe avec des gamins qu'il ne voit quasiment jamais. C'est difficile de jouer son rôle de professeur principal. Or, les enseignants dans un collège, les enseignants de mathématiques et de français, au vu du volume horaire, sont quand même le nombre d'enseignants le plus important aussi. Enfin, voilà. Donc, voilà, ça posera des questions d'organisation aussi par rapport à ça. Ça nous pose aussi, enfin, la mise en place nous pose aussi des questions sur... aujourd'hui, on prend sur ce qu'on appelle les marges des établissements. C'est-à-dire que les établissements sont dotés d'une dotation globale et il y a une partie qu'ils ajustent, qu'ils utilisent comme ils le souhaitent eux, après réunion du conseil pédagogique et du conseil d'administration de l'établissement, et où ils l'utilisaient pour dédoubler tel groupe ou pour, par exemple, pour faire des travaux pratiques en physique, par exemple. Enfin voilà, on dédoublait, on les faisait qu'à mi-classe. Aujourd'hui, on est en train, dans les préparations de rentrée qui est en train de se passer en ce moment dans les établissements, les principaux sont obligés de prendre sur ces marges-là, donc de dire on ne dédouble plus certaines classes, voire parfois ils suppriment. Il y avait la possibilité en 6e d'avoir, de commencer la langue vivante dès la 6e. En ce moment, on est en train de se dire, avec les heures qu'on nous donne et avec les moyens qu'on nous donne, on va devoir supprimer ça. C'est-à-dire que ça a des conséquences réelles là sur les établissements concrètement en ce moment.
et tout ça, comme je le disais, sans les textes. Oui, c'est ça, sans les textes. Donc, c'est un peu curieux. Mais alors, je voudrais vraiment bien comprendre la situation. Sur des groupes de niveau, on prend une classe lambda de 6e, on décide d'avoir donc des groupes de niveau dans cette fameuse classe, en français. Qui va opérer ces dédoublements ? 2 professeurs ou le même professeur? Alors, moi, j'ai une réalité quotidienne qui n'est peut-être pas forcément celle du second degré parce que j'enseigne dans le premier degré. J'ai une classe actuellement de CM2. J'ai 30 élèves. 30 élèves, c'est le cas aussi du second degré. Et ça ne m'empêche pas de travailler avec ces 30 élèves, de faire en sorte que chacun avance sur son propre parcours. J'ai des enfants sur une grande partie de la matinée qui, les uns font des opérations, les autres travaillent sur la géométrie, l'autre d'études de la langue, d'autres... voilà, chacun travaille des choses différentes avec du matériel, en s'étant auto-évalué, en ayant fixé des objectifs, en planifiant son travail de façon très, très autonome. Moi, je suis là pour les accompagner, pour réguler, pour organiser l'environnement, pour assurer un cadre de bienveillance. Et en fait, ça fonctionne très bien. Non, je l'entends, mais pardon de vous couper, mais est-ce que ça fonctionne pour les enfants qui ont déjà eu l'habitude de travailler comme ça et surtout qui ont un niveau qui le permet? Parce que là, on parle de groupe de niveau dans le sens où il y a des enfants qui doivent rattraper en fait leur retard. Non, moi, je travaille là actuellement avec des enfants qui n'ont jamais fonctionné de cette façon dans les classes précédentes, et je vois moi des enfants qui sont réellement autonomes, responsables de leur travail. Mais je pense qu'il faut aussi réfléchir sur quelle posture on veut réellement donner à l'enfant. Ça, c'est extrêmement important. Qui dit travailler sur la posture de l'élève veut dire aussi travailler sur la posture de l'enseignant. Il faut que l'enseignant soit peut-être plus en retrait pour laisser la place à l'enfant. L'enfant doit être capable de s'engager dans son travail. Et c'est en cela qu'il faut l'accompagner. Et le fait d'avoir 30 élèves, ça n'est pas un obstacle. Mais alors là, c'est tout l'inverse, parce qu'au contraire, là, on est encore plus dans l'importance de l'enseignant qui, tout d'un coup, va être aidant d'autant plus pour les élèves qui en ont besoin. On a des réflexions à avoir sur l'organisation globale et nous, on porte à l'UNSA beaucoup de choses qui travaillent sur les formations de l'équipe aussi, d'une équipe aussi d'établissement, d'une équipe d'école et parfois du lien et de l'interaction entre les deux qui permettent d'avancer. Mais là, concrètement, ce qui est proposé, et vous posiez la question, ça va bien être... on sera obligé pour l'organiser, les principaux vont être obligés d'organiser ce qu'on appelle des barrettes, l'alignement des classes, donc il y aura... c'est des barrettes, c'est une séparation en fait. Non, mais il y aura 3 profs trois classes mises qui auront maths au même moment, ou qui auront français au même moment, et donc il y a 2 profs chaque prof aura un groupe de la classe, et ce sera comme ça que ce sera organisé. Il y aura un prof qui aura le groupe sur une faible, classe de 30, pardon, mais il y en a 20 qui sont par exemple assez faibles et puis 10 qui sont très bons. Donc ça veut dire à qui on donne les 10 très bons, à qui on donne les 20 très faibles. Pourquoi, comment, dans quelle répartition? Ça, c'est la répartition au sein d'un établissement et qui posera peut-être des questions d'ailleurs. C'est parce qu'en fonction de ce qu'on peut créer, on peut aussi créer des classes très difficile parce que qu'est-ce que ça veut dire très faible, qu'est-ce que ça veut dire en difficulté. Parfois on peut se retrouver dans cette classe-là aussi pour des choses où on perturbe et des élèves qui auraient un comportement perturbateur par exemple. Si on se retrouve à gérer une classe avec que des élèves qui soient difficiles, c'est pas forcément évident non plus. Il faut le poser, il faudra avoir ces analyses-là, mais on risque de se retrouver supplémentaires, beaucoup de difficultés, plus que de choses qui viennent poser les justes questions qu'on devrait se poser par rapport à sachant que je pense que les profs étaient déjà assez servis en difficulté. Oui, mais c'est une question qu'on se pose. Pour terminer, parce qu'on a plus de 30 secondes, dites-moi. Non, moi je pense vraiment qu'il faut travailler sur les démarches pédagogiques. Je pense que c'est peut-être la clé du problème. D'accord, les démarches pédagogiques, c'est assez large. En tout cas, s'ouvrir peut-être à des pédagogies différentes. Vous pensez que la France est un peu en retard sur les nouvelles pédagogies? Oui, peut-être.
Bon, oui. Très bien. Eh bien, on reste dans ce flou-là. Ce sera l'objet de la prochaine émission sur toutes les pédagogies qui existent, parce que c'est vrai qu'on en cite beaucoup, les plus connus, Montessori, Steiner et autres. Peut-être que ce serait intéressant, effectivement, de s'y intéresser davantage. Peut-être que certaines ne sont pas aussi formidables qu'on le dit, on ne sait pas. On s'y intéressera, on fera une émission là-dessus. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir été sur ce plateau pour nous parler notamment de cette nouvelle mesure des groupes de niveau qui entre... quand est-ce que c'est d'ailleurs mis en place? Dès la rentrée 2024 ça, pour septembre. les 6e et 5e. Et après pour 4e, 3e. Merci beaucoup Nathalie Beaufret d'avoir été avec nous et Frédéric Marchand également. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. Guillaume, comme tous les jeudis, place à la chronique vue sur les réseaux. Et aujourd'hui, elle porte bien son nom. Oui, chanteur Drake s'est mis à nu. Tout à fait. Drake, c'est sans conteste l'une des plus grosses stars mondiales du rap et du hip-hop. Près de 40 millions d'abonnés sur X, anciennement Twitter. Près de 145 millions d'abonnés sur Instagram. Concrètement, cela équivaut à 2 fois la population française. Mais Drake, c'est aussi une vidéo où l'on voit le chanteur à poil. Déjà récemment, il a énormément fait parler de lui après avoir posé avec tous les soutiens-gorge qu'il a reçus lors des concerts. Je vous laisse apprécier cette belle photo qu'il a postée sur Instagram. Et bien, nouveau buzz, cette fois-ci, pour le Canadien, car depuis quelques jours, le chanteur est en tendance sur X, après déjà son tacle assez salé à propos des Grammy Awards, en raison notamment de l'absence du hip-hop à l'affiche, une vidéo donc à caractère pornographique a fuité. Sur ces images que nous n'allons pas diffuser. Quel mauvais jeu de mots. Certains ont pu reconnaître le rappeur, mais pour l'heure, rien ne prouve que c'est lui. J'ai peur. Néanmoins... J'ai peur parce que j'ai pas vu la vidéo, donc j'ai peur. On voit le chanteur qui est allongé sur son canapé, zizi en main. Voilà à peu près. Mais nous, on n'a pas l'image. On peut pas mettre l'image parce qu'on voit réellement Vraiment le zizi. Ah bah oui, mais sinon on aurait eu des problèmes, vous savez avec qui hein. L'ARCOM nous aurait appelé, oui, vous avez montré ça. Donc non. Là, en fait, tous les gens qui nous regardent vont zapper pour aller voir l'image. Ils vont aller regarder l'image, exactement. C'est ça qui est terrible. Bon. Et alors, ok, donc, et quelle a été sa réaction? Parce qu'en fait, j'imagine pas le sien, c'est ça? Alors, en fait, difficile à savoir si c'est lui ou c'est pas lui. En tout cas, une chose est sûre, c'est que lui, il a réagi. Et justement, elle s'est faite en dedans. De d'abord, il y a cette story Instagram. Je ne cachais pas mon paquet du monde, je cachais le monde de mon paquet. Voilà ce qu'a posté
accosté Drake. Donc Descartes sort de ce corps, c'est une référence directe en fait à son album Scorpion, dans lequel il révélait en fait sa paternité cachée, l'existence de son fils qui était né en 2017. Mais ce n'est pas tout. Il y a un streamer américain qui n'a pas hésité à l'interroger sur cette fuite et sa réaction est sans appel. Ce youtubeur a laissé un message vocal à Drake. Il lui a quand même dit: tu es béni par ta voix, par tes performances, d'être toi, tu es béni d'être numéro 1 et aussi tu es béni d'avoir, je cite, un putain de missile, en référence à son sexe. Et selon lui, Drake aurait répondu en envoyant au moins 8 emojis morts de rire. Donc visiblement, il n'est pas très choqué en fait. Pas du tout, même. Ouais. Clairement pas. La question, ce sont les internautes. Alors certains ont été choqués. Ils ne s'attendaient pas à voir cette image qui a vraiment tourné sur les réseaux sociaux. C'est la fuite de cette vidéo est plus populaire que ses musiques, ont notamment tweeté certains. La vidéo qui a fuité était la première fois que Drake sortait quelque chose qui n'était pas si gros. Alors certains pensent même qu'il a fait exprès en fait de sortir cette vidéo qui a été prise à son insu, en tout cas c'est ce qui se dit, pour tout simplement faire le buzz. Je m'en remets pas de la Clémentine. Je savais que ça allait fonctionner. Bon, en revanche, ce qui me fait moi rire, enfin, ce qui me fait rire, je ne sais pas, mais enfin, est-ce que si ça avait été une femme, est-ce que réellement ça aurait fait rire tout le monde? Je pense que vous connaissez déjà la réponse. C'est ça. Si ça avait été une femme, ça aurait été dévastateur, voire synonyme de fin de carrière. Ça a pu être le cas pour certaines qui ont dû notamment bien se défendre. Bella Thorne, Iggy Azalea ou encore Jennifer Lawrence, voire Rihanna en 2019, dont les nudes sont rapidement devenus un argument notamment de honte pour ces artistes. Ils ont dû les cacher, ils ont dû surtout s'expliquer en interview. Bref, vous l'aurez compris, une femme qui est à poil sur le net, c'est un scandale, tandis qu'un homme qui est à poil sur le net, c'est tout simplement une blague. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Bon, n'allez pas chercher cette fameuse image. Restez avec nous, s'il vous plaît, sur School TV. La suite est tout aussi passionnante. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenir des colliers. Cette semaine, son invité est l'auteur et humoriste Salia Aïtamou. Quand on est artiste aujourd'hui, il y a une nouveauté, c'est l'importance des réseaux sociaux. Toi, c'est quelque chose que tu as intégré, puisque tu es quand même très active sur Instagram. Oui. Est-ce que tu te forces à le faire ou tu le fais avec plaisir? Est-ce que je me force à le faire? Non, clairement non. Est-ce qu'au départ, je me suis un petit peu forcée? Oui. Parce que, mine de rien, entre notre vie privée et ce qu'on est au quotidien, parce que oui, je suis artiste, je vais monter sur scène, je suis humoriste, etc. Mais en réalité, on a un peu notre cocon qu'on a aussi envie de protéger, etc. Et puis, du coup, des fois, c'est un peu difficile de prendre le téléphone comme ça. Donc, au départ, pour moi, ça a été difficile de prendre le téléphone et de faire des stories, des vidéos, etc. Ça a été très compliqué. À l'époque, j'aurais jamais été capable de venir vous voir. Ah bon? Non, du tout. Et écrire, comme tu le fais dans la vie, dans ton travail, écrire sur les réseaux, c'est une écriture différente? Non, franchement, non, pas du tout. Je pense que on est vraiment sur la même plume. Après, c'est sûr que sur le format réseau, on ne peut pas mettre de format long. Mais c'est plus ça, en fait, la réalité. La différence, c'est ça. Est-ce que tu as déjà été confrontée à des commentaires négatifs, voire haineux? Oui. Oui. Et comment tu le vis, ça? En fait, j'ai de la chance dans mon parcours entrepreneurial parce que toi aussi, tu as fait un parcours entrepreneurial comme le reste des frères et sœurs? Je suis rentrée dans un parcours entrepreneurial avec le ministère du Travail à Paris. Donc, j'ai fait partie en fait, du centre de recherche interdisciplinaire où on a testé ma résilience. Et à travers en fait, ce parcours entrepreneurial, le ministère du Travail nous a offert la possibilité d'être formés, dont Eloquentia France, qui est intervenue dans ce parcours et qui m'a permis, en fait, de pouvoir parler sur les réseaux sociaux, clairement, c'est grâce à eux, faut le dire. Et donc, pour répondre à ta question, que j'ai oublié, j'ai oublié la question. C'était par rapport aux commentaires, non? Comment tu t'en Ah oui, les commentaires. En fait, tu te blindes. Clairement, tu te blindes. Tu continues de faire ce que tu dois faire. Moi, j'ai des objectifs. Je continue à développer mes objectifs pour les atteindre. Et après, tu gagnes confiance en toi. Ça veut dire que plus tu avances, plus tu gagnes de la confiance et plus les commentaires, en fait, tu les laisses de côté. Et c'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Je serai toujours en compagnie de Salia Aïtamou. À demain. Tout de suite, c'est Mère de School TV avec le Zap. La théorie de l'attachement qui fait... Alors, d'abord, redire ce que c'est John Bowlby, si mes souvenirs sont bons. On est au début des années 50 et il dit en gros,
En fait, le nourrisson a besoin de figure d'attachement. C'est ça. On découvre qu'en fait, le nourrisson, par ses pleurs, ses cris, son regard, en fait, cherche une figure d'attachement pour sa survie. Et qu'effectivement, a priori, le contact peau à peau, le contact prolongé avec un adulte référent fait augmenter les chances de survie d'un enfant, ce qui est très bien. Et vous dites volontairement un adulte référent parce que c'est pas forcément la mère. Vous dites qu'il y a beaucoup de malentendus sur les théories de l'attachement. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si on n'était pas à l'époque où ça a été mis en mots, si on n'avait pas été dans une société où la division sexuelle était aussi présente, eh ben on aurait pu imaginer un partage tout à fait égalitaire des tâches. Le biberon existe depuis des millénaires, donc pour nourrir un enfant, pas de problème. Donc voilà, en réalité, c'est simplement parce qu'il y a un ancrage patriarcal qui persiste, qui dit que de manière naturelle, les femmes sont plus dotées d'un instinct, d'une capacité naturelle à s'occuper des enfants, plus que les hommes, ce qui est complètement faux. La CNIL, vous faites plein de choses. On ne connaît pas forcément en tant que téléspectateur ce que vous faites. Tout ce que vous faites, qu'est-ce que c'est que la CNIL? Alors la CNIL, c'est l'autorité en France qui est chargée de protéger les droits et les libertés à l'ère du numérique. Et donc l'objectif de la mission d'éducation numérique, c'est de sensibiliser les citoyens, quel que soit leur âge, aux enjeux clés que soulève le numérique pour leur vie privée. Alors, ils sont nombreux. Effectivement, vous parlez de cette mission d'éducation numérique qui a commencé en 2013, qui a pour objectif, vous l'avez dit, de sensibiliser tous les publics, mais notamment les mineurs, les enseignants, leurs parents et les éducateurs aux enjeux que soulève le numérique pour la vie privée. Comment ça se traduit concrètement ? Alors d'abord, je vais commencer par 2 chiffres clés. Aujourd'hui, un enfant à l'âge de 9 ans reçoit son premier smartphone. C'est l'âge moyen. Et puis, autre chiffre, il y en a 68% des 8-10 ans qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui ont des comptes. Donc, vous voyez que les usages numériques sont de plus en plus précoces. Sachant que l'âge légal, c'est quand même 13 ans. Ça reste 13 ans. Et depuis peu, vous savez qu'une loi a été votée et qui prévoit qu'on a remonté l'âge à 15 ans. Effectivement, en tenant compte de tous les risques que peuvent rencontrer les très jeunes publics en ligne. Donc, si vous voulez, la CNIL n'a pas attendu avant de considérer que c'est une priorité stratégique. Donc, dès 2013, elle a créé cette mission d'éducation au numérique. Pourquoi ? Dès que vous vous connectez en ligne, en fait, vous livrez énormément d'informations sur vous. Des informations personnelles et parfois qui sont sensibles. Et du coup, il est important que chacun puisse comprendre la mécanique du numérique, comprendre qu'il est important d'être discret, de livrer le moins d'informations sur soi en ligne et puisse décrypter les enjeux. Et de cette manière, effectivement, chacun pourra devenir un citoyen numérique à part entière. C'est vraiment l'enjeu de sensibiliser tous les publics et notamment les plus jeunes, puisqu'on l'a dit, les usages sont de plus en plus précoces. En vidéo, on parlait, vous avez fait allusion effectivement à tous ces travaux de rénovation, notamment la cantine scolaire. J'imagine que c'est un lieu ô combien important justement pour se socialiser, j'ai plus le mot, tiens, c'est pas grave, et bien sûr s'alimenter. Comment vous avez réfléchi justement C'est un moment important dans la vie de l'enfant, c'est la coupure. Mais cette coupure, il faut aussi qu'elle soit bien organisée parce qu'il faut que l'enfant mange, mais il faut que l'enfant aussi ait la capacité, je dirais, à se ressourcer. Et on s'est aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de gâchis. Parce que le fait de donner, je dirais, des quantités quelquefois trop importantes aux enfants avec des menus qui étaient peut-être pas ceux qu'ils préféraient, eh bien, faisait qu'il y avait du gâchis. Donc, on a mis tout un système en place, justement, pour lutter contre le gâchis. Sensibiliser les enfants au respect de la nourriture. Donc ça, c'est un point qui est fait je dirais, c'est un gros travail pareil avec les équipes d'animation qui travaillent, je dirais, pendant ce temps périscolaire. C'est un travail avec la cuisine centrale, parce que chez nous, c'est une cuisine centrale qui fabrique les repas et ensuite, ils sont emmenés par camion sur les établissements. Donc, c'est un gros travail pour les sensibiliser au fait, Ça concerne toutes les écoles maintenant, c'est ça? Toutes les écoles, oui, de la commune. Ça a toujours... Une école test en 2021, 4 en 2022. Et puis, aujourd'hui, là, on va pour ouvrir, je dirais, de plus en plus cette façon de voir les choses à tous les établissements.
au XVIIIe siècle, à la Révolution, elles ne sont pas si lumineuses que ça pour les femmes, les non, lumières. On aime bien présenter comme ça, souvent en décalage avec le Moyen-Âge qui serait très obscur. Et en réalité, beaucoup d'historiens et d'historiennes sont revenus là-dessus, sur le fait que le Moyen-Âge, c'était pas forcément un des pires moments de l'histoire pour les femmes, qui pouvaient avoir des entreprises, qui travaillaient souvent aux côtés de leur mari, et qu'en revanche, les Lumières, qui sont une période de redécouverte des textes antiques, sont souvent un rétropédalage. C'est sûr que si on relie Échille à ce moment-là, on est mal. C'est ça. Un deuxième point qui a beaucoup d'impact, c'est pas seulement celui de l'histoire, c'est au cours du 19e siècle l'émergence du modèle de ce qu'on appelle la famille nucléaire. Tout à fait. Oui, là c'est pareil, c'est aussi important. Nucléaire comme noyau, pas comme pas comme bombe atomique. Nucléaire, comme noyau, tout à fait. Donc qui se recentre autour du couple, là encore hétérosexuel, et d'idéalement 1 ou 2 enfants plutôt. Et donc c'est effectivement bien de le rappeler que c'est pas anhistorique non plus. On n'a pas toujours vécu comme ça. Avant, on vivait plutôt sous un modèle de famille élargi, qu'avec les grands-parents, les oncles, les tantes, et en fait ce qui permettait de mieux répartir la charge de l'éducation. Et aujourd'hui, elle est plutôt rétrécie autour du foyer, et souvent elle incombe majoritairement aux femmes. Quels sont les principaux risques aujourd'hui auxquels les enfants sont exposés en ligne? Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain quand vous vous rendez dans des écoles, dans des établissements scolaires? Alors, il y a plusieurs types de risques. Il y a des risques qui sont très majeurs aujourd'hui, le cyberharcèlement, l'usurpation d'identité, des cyberviolences aussi très nombreuses auxquelles sont exposés les jeunes, des propos haineux. Et il y a des risques plus liés à la protection des données personnelles. Par exemple, nous, quand on va effectivement dans des classes, on se rend compte que les jeunes ne sont pas très conscients que leurs données personnelles peuvent être exploitées à des fins commerciales. Il y a un autre risque important aussi, c'est l'économie de l'attention. Peu de jeunes également, parce que si vous voulez, les jeunes, là on mène des études sur les ados justement et le numérique. Et on s'aperçoit que les ados, si vous voulez, contrairement à ce qu'on pense, ne font pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils ont des vraies stratégies pour protéger leur vie privée en ligne. Alors il est certain qu'ils ont besoin de s'exposer un peu parce que c'est à cet âge-là un moyen de se lier aux autres, de s'exprimer, etc. Mais on s'aperçoit quand on regarde un peu plus près leurs usages, et c'est ce qu'on a fait puisqu'on est allé voir, nous, sur place, dans les classes des collégiens, ils nous ont dit qu'effectivement, ils avaient quand même des stratégies de protection de leur vie privée. Par exemple, ils évitent de livrer la photo de leur visage sur une photo de profil. Vous voyez, donc, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont cette approche de la vie privée par les risques. Et ce dont on se rend compte, c'est que plus le risque est concret, plus l'adolescent va le prendre en compte. Exemple, le cyberharcèlement ou encore l'usurpation d'identité. En revanche, plus le risque est abstrait, et là, on peut parler de l'économie de l'attention, c'est un vrai sujet, plus il est évacué par l'adolescent. Et donc, l'économie de l'attention, c'est quoi? C'est le fait que certains réseaux sociaux, plus que d'autres, développent des algorithmes très très puissants qui enferment l'utilisateur dans ce qu'on appelle une bulle de filtre. C'est quoi la bulle de filtre? Eh bien, c'est le fait d'être conforté finalement dans ses opinions, puisque au fur et à mesure qu'on fait des recherches et qu'on est actif sur les réseaux sociaux, ce sont toujours les mêmes types de contenus qui vont être proposés. Et donc on voit bien que l'enjeu majeur là, c'est comment développer un esprit critique quand on est ado, alors qu'on est enfermé dans finalement, comme pourrait l'appeler Étienne Klein, des chez-soi idéologiques, c'est-à-dire des pensées qui nous correspondent. Vous avez évoqué le rôle très important des assistantes maternelles. Est-ce que c'est une denrée rare aujourd'hui? Alors, les assistantes maternelles, oui. Malheureusement, nous avons un problème de recrutement. Il y en a certaines qui partent en retraite. Vous n'êtes pas les seuls. C'est tout à fait normal. Nous faisons des campagnes de publicité pour recruter, mais c'est compliqué. Alors, ce n'est pas l'agrément qui est compliqué. C'est la personne elle-même qui va s'installer au Clay, qui va avoir, une maison ou un appartement adapté pour accueillir des enfants. Et ces femmes qui appartenaient à une certaine génération aussi, qui ont exercé ce métier, eh bien, actuellement, je pense que ça correspond beaucoup moins. Elles aspirent à autre chose. Voilà, à leur mode de vie. Elles ont envie d'un mode de vie. Et pendant le Covid, ça s'est surtout remarqué, pas au niveau de la crèche familiale, mais au niveau des assistantes maternelles libérales.
parce que nous avons aussi, j'ai réouvert ce qu'on appelle un RAM. Le RAM, c'est le réseau d'assistants maternels. Bon, qui est aussi organisé avec les allocations familiales. Hein. Donc, il y a une responsable et il y a aussi, je dirais, cette maison de la petite enfance qui sert de point de chute pour les assistantes maternelles libérales qui sont très isolées, en fait. Sans ce RAM, elles étaient très isolées. Voilà pour le zapping réalisé par Romain Luc. Merci beaucoup à toute l'équipe d'ailleurs. C'est Romain aussi à la réalisation aujourd'hui. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, Laure Audemont et Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. SchoolTV.com continue. C'est le canal 217 sur Orange, 247 sur Freebox et 124 sur Bouygues Télécom. Merci beaucoup Guillaume. Il n'y a pas de quoi. Vous revenez quand, cher Guillaume? Demain. Demain, très bien, vous serez là. J'ai hâte. Avec un beau programme en plus. J'ai hâte. La Clémentine toujours? On l'a fait en sortant, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.